Maman disait, juste une réceptionniste d'hôpital, jusqu'à ce qu'ils aient besoin de la chef de la neurochirurgie. Je me tenais dans le coin du salon de mes parents, tenant un verre de cidre pétillant, qui était devenu tiède dans ma main. La fête de fin d'année annuelle de la famille Chin battait son plein. 70 parents étaient entassés dans une maison, pourtant conçue pour n'en accueillir que 20. L'odeur de canard rôti et de gingembre se mêlait au parfum hors de prix, et au jugement. « Émilie, ma chérie, viens ici. » La voix de maman coupa à travers le bruit. Elle se tenait près du piano à queue avec tante Sarah, oncle Robert, et un groupe de cousins que je reconnaissais à peine. Son sourire était éclatant, et tranchant comme un scalpel. « Parle à tout le monde de ton nouveau travail. » Je redoutais ce moment précis, depuis que j'avais franchi la porte, 3 heures plus tôt. « Je travaille à l'hôpital métropolitain, dis-je simplement, en gardant une voix neutre. Elle est modeste, rit maman. Ce rire si particulier, qui signifiait qu'elle s'apprêtait à dire quelque chose de blessant, habilement déguisé en affection. Elle se contente de répondre au téléphone à l'hôpital. Elle gagne à peine le salaire minimum, mais nous sommes fiers qu'elle ait enfin un emploi, après toutes ces longues études. La façon dont elle a prononcé le mot « études » donnait l'impression que j'avais perdu une décennie entière, à faire de la peinture au doigt. Tante Sarah m'a tapoté le bras, avec une sympathie pleine de condescendance. Au moins, c'est un travail honnête, ma chérie. Tout le monde ne peut pas réussir, comme le fait ton frère. Mon frère, David, a choisi ce moment précis pour s'approcher d'un air crâneur, tout juste après avoir conclu une affaire immobilière, qu'il avait déjà mentionnée 12 fois au cours de la soirée. À 32 ans, il était l'enfant prodige de la famille. Couronné de succès, charmant, marié à une avocate, et absolument insupportable. Et aime. Il m'a tapé sur l'épaule, assez fort pour me faire grimacer. Tu prends toujours les rendez-vous à l'accueil de l'hôpital ? Quelqu'un doit bien faire le sale boulot, non ? En fait, je ne travaille pas à l'accueil, ai-je commencé, mais maman parlait déjà par-dessus moi. Nous disons aux gens qu'elle travaille dans la santé, a confié maman à tante Sarah, dans un murmure théâtral que tout le monde pouvait entendre. Ça sonne quand même mieux que réceptionniste. Bien qu'honnêtement, après avoir dépensé tout cet argent pour son éducation, nous pensions qu'elle ferait beaucoup mieux que ça. J'entendais des variations de ce même discours, depuis maintenant 6 ans. Depuis le jour où j'avais arrêté d'expliquer ce que je faisais réellement. Il était bien plus facile de les laisser croire ce qu'ils voulaient, plutôt que de les regarder balayer la vérité d'un revers de main. Vous vous souvenez quand elle disait qu'elle voulait être chirurgienne du cerveau, est intervenu oncle Robert, en faisant tourner le glaçon dans son whisky. Nous trouvions tous ça adorable. Les enfants ont des rêves tellement fous. Tante Sarah a soupiré. C'est difficile, quand ils doivent faire face à la réalité. Ma cousine Jennifer, plus jeune de 3 ans, et récemment promue directrice adjointe dans une boutique, m'a jeté un regard pitoyable. Ça doit être dur pour toi, Émilie. De voir tout le monde réussir, pendant que tu es coincée à répondre au téléphone. Mais bon, au moins tu as un travail, n'est-ce pas ? J'ai pris une gorgée de mon cidre tiède, et je n'ai rien dit. C'était la dynamique de la famille Chin, avec laquelle j'avais grandi. Maman et papa avaient immigré de Taïwan avec rien, ils avaient bâti une entreprise d'importation florissante, grâce à un travail acharné et des sacrifices, et ils attendaient de leurs enfants qu'ils deviennent médecins, avocats ou cadres dirigeants. David s'y était plié, en devenant un magnate de l'immobilier. Moi, je les avais déçus. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Combien gagnent les réceptionnistes d'hôpital, au fait, a demandé mon cousin Marcus, sincèrement curieux. Il était ingénieur logiciel dans une start-up. Genre 30 000 par an. Si elle a de la chance, a répondu David en riant. La plupart de ces postes sont au salaire minimum. Sans avantages sociaux, sans aucune perspective d'évolution. C'est une voie sans issue. Nous lui avons proposé de lui trouver un poste dans notre entreprise, est intervenu papa, en rejoignant le cercle avec son air de désapprobation habituel. Un travail de bureau. Une meilleure paie. Mais elle a insisté, pour ce truc à l'hôpital. J'aime le domaine de la santé, ai-je dit doucement. Répondre au téléphone, ce n'est pas travailler dans la santé, ma chérie, m'a corrigé maman. C'est un travail administratif. Il y a une énorme différence. Le beeper, enfoui dans mon sac à main, s'est mis à vibrer. Je l'ai ignoré.
C'était probablement juste une autre consultation de routine, que l'un de mes internes pourrait très bien gérer. Le pire, a continué maman, s'échauffant sur son sujet de prédilection, c'est que nous avons payé pour toute cette éducation de luxe. 7 ans d'université. Et pourquoi faire? Pour qu'elle puisse planifier des rendez-vous? 8 ans, ai-je corrigé automatiquement. Et une spécialisation. Maman a balayé l'air de la main, d'un geste dédaigneux. Peu importe ce que c'était extrêmement cher, et apparemment totalement inutile. Peut-être qu'elle n'était tout simplement pas assez intelligente, pour faire un vrai travail médical, a suggéré Jennifer, en essayant de paraître compatissante, mais sans grand succès. Tout le monde n'en a pas les capacités. Au moins, elle a trouvé quelque chose qu'elle peut gérer. Mon beeper a vibré de nouveau. De manière bien plus insistante, cette fois-ci. Je veux dire, on t'aime, et aime, a déclaré David, de cette façon cruelle qui signifiait que le contraire allait suivre. Mais tu dois admettre, que faire un travail de bureau à 31 ans, c'est un peu embarrassant. La plupart des gens ont déjà une vraie carrière à ton âge. Elle a toujours été quelqu'un de pragmatique, a dit tante Sarah. Pas brillante comme David, mais stable. C'est important, ça aussi. Le beeper ne s'arrêtait plus de vibrer. Je l'ai sorti très discrètement, et j'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Code noir. Traumatisme présidentiel. Présence du chef de la neurochirurgie requise immédiatement. Rupture d'anévrisme cérébral. Aucun autre chirurgien qualifié disponible. Mon sang n'a fait qu'un tour, se glaçant dans mes veines. Le code noir était strictement réservé aux urgences médicales, de niveau de sécurité nationale. Le terme présidentiel signifiait très exactement ce que l'on pouvait imaginer. Et une rupture d'anévrisme cérébral signifiait que quelqu'un de très important était en train de mourir. Et je disposais d'environ 20 minutes pour arriver en trombe à l'hôpital, avant que les lésions cérébrales ne deviennent totalement irréversibles. Émilie, est-ce que tu m'écoutes au moins? La voix de maman était tranchante, pleine d'irritation. Nous parlons de ton avenir. La moindre des choses serait de prêter attention. Je dois passer un appel, ai-je répondu, en sortant déjà mon téléphone de ma poche. Tu vois? C'est très exactement ce que nous voulons dire. A lancé David, en s'adressant au reste du groupe. Aucune concentration. Aucune ambition. Elle se laisse simplement porter par la vie, en répondant à des coups de fil. Je me suis éloigné de ce cercle familial étouffant, et j'ai composé la ligne directe du bloc opératoire. Chin, ai-je annoncé, à la seconde même où quelqu'un décrochait. Mise à jour de la situation. Tout de suite. Chef. La voix était celle du docteur Patel, l'un de mes internes seniors. Il avait l'air terrifié. Nous allons recevoir le chef de cabinet du président, avec une rupture d'anévrisme cérébral. C'est arrivé lors du dîner d'État, en plein centre-ville. Les services secrets sont en train de l'amener en ce moment même. Arrivée prévue dans 7 minutes. Le docteur Morrison a essayé de se préparer, mais il n'est pas habilité pour ce niveau 2. Je serai là dans 20 minutes, les jeux interrompus, mon esprit passant déjà frénétiquement en revue le protocole opératoire. Rupture d'anévrisme cérébral. Patient de très haut profil. Pression politique massive. C'était une intervention si délicate, que seules 3 personnes dans tout le pays étaient qualifiées pour la réaliser, et j'étais la seule présente dans la ville. Préparez le bloc opératoire numéro 1. Mettez le service de neurologie en attente immédiate. Je veux un scanner complet, à la seconde même où il franchit les portes. Demandez à l'anesthésie d'être prête, pour une intubation d'urgence. Et appelez le docteur Martinez. Elle est habilitée pour les procédures de niveau présidentiel. Bien, chef. Les services secrets vous demandent spécifiquement, vous. Dites-leur que je suis en route. Et Patel, écoutez-moi bien, personne ne le touche avant que je n'arrive. Absolument personne. J'ai mis fin à l'appel, et je me suis tourné de nouveau vers ma famille. Ils me dévisageaient tous, avec des degrés de confusion divers et variés. De quoi s'agissait-il, a demandé maman, le regard plein de suspicion. Je dois me rendre à l'hôpital. Ai-je répondu, en calculant déjà mentalement mon temps de trajet. 15 minutes, si la circulation était fluide. 17 minutes, si je tombais sur des feux rouges.
C'était trop long, dans les deux cas. Tu vois? C'est bien ce que je dis, a soufflé maman à tante Sarah. Il l'appelle pour faire des heures supplémentaires le soir de Noël, parce qu'elle n'est qu'une simple réceptionniste. Il ne respecte pas son temps libre. C'est terrible, a acquiescé Jennifer. Tu devrais te défendre, Emily. Quelqu'un s'est probablement porté pâle, et ils ont besoin d'elle pour assurer le standard, a suggéré David. Un truc typique, quand on est au bas de l'échelle. Mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait le directeur exécutif de l'hôpital métropolitain. J'ai répondu. Dr Chin. Emily, Dieu merci. La voix du directeur Harrison était nouée par un stress intense. Je sais que vous êtes à un événement familial, mais nous avons une situation critique. Je suis sûr que votre équipe vous a déjà informé. Rupture d'anévrisme cérébral, chef de cabinet, urgence de niveau présidentiel, ai-je énuméré rapidement. Je pars à l'instant même. Assurez-vous que mon équipe se prépare, exactement comme je l'ai ordonné. J'aurai besoin que les protocoles de sécurité soient activés, et que le bloc opératoire soit entièrement sécurisé. Les services secrets sont déjà sur place. Ils exigent une vérification de vos habilitations. Dites-leur de vérifier la base de données des habilitations de sécurité nationale. Je suis accrédité, pour les procédures médicales présidentielles de niveau 5. Et Harrison, mettez immédiatement en place un blackout médiatique. Rien sur cette affaire ne doit fuiter, tant que je n'en donne pas l'ordre formel. C'est déjà fait. Nous parlons d'une admission VIP de routine. Bien. Je serai là dans 14 minutes. J'ai raccroché, et j'ai regardé ma famille. Ils étaient tous complètement figés, me dévisageant comme si je m'étais mise à parler couramment le martien. Emily, a dit maman très lentement, à qui viens-tu juste de parler? Je dois vraiment y aller, ai-je dit, en attrapant mon manteau à la volée. Il y a une urgence vitale à l'hôpital. Quel genre d'urgence, a exigé papa. Qu'est-ce qu'une réceptionniste pourrait bien? Mon téléphone a sonné de nouveau. Cette fois, c'était un numéro que je reconnaissais comme provenant de l'aile et de la Maison Blanche. J'ai répondu. Dr Chin à l'appareil. Chef Chin, ici l'agent spécial Morrison, des services secrets. La voix était brève, froide, et terriblement professionnelle. Nous avons une situation de code noir, impliquant un haut fonctionnaire de niveau ministériel. Nous avons besoin de la confirmation absolue, que vous êtes en route, et que vous allez réaliser l'intervention. Confirmé. Je quitte mon emplacement actuel, à l'instant. Mon arrivée estimée à l'hôpital métropolitain, est de 13 minutes. Le patient ne doit, en aucun cas, être déplacé avant mon arrivée. Et je veux qu'un balayage de sécurité complet du bloc numéro 1 soit effectué, avant que je ne me prépare pour l'opération. Compris, chef. Nous aurons une escorte qui vous attendra, à l'entrée de l'hôpital. Votre habilitation de sécurité a été dûment vérifiée. Merci, agent Morrison. J'ai mis fin à l'appel, et j'ai découvert ma famille entière qui m'observait, dans un silence total et pesant. Même la bouche de David était restée légèrement entr'ouverte. Emily, a dit tante Sarah prudemment, pourquoi cette personne t'a-t-elle appelé chef? Je dois y aller, ai-je répété, en enfilant rapidement mon manteau. La vie de quelqu'un en dépend. Attends. La voix de maman avait soudainement perdu tout son ton condescendant. Qu'est-ce que tu fais réellement, dans cet hôpital? Je me suis arrêté devant la porte, réfléchissant une seconde à ma réponse. Pendant si longues années, je les avais laissés croire tout ce qu'ils voulaient. J'avais cessé de les corriger, lorsqu'ils m'appelaient la réceptionniste. J'avais arrêté d'expliquer mes recherches, mes interventions chirurgicales complexes, ma véritable position au sein de l'hôpital. Cela m'avait semblé bien plus facile, que de les regarder minimiser systématiquement, tout ce que j'avais accompli. Mais à cet instant précis, quelqu'un était en train de mourir. Et je n'avais vraiment pas de temps à perdre, avec cette conversation. Exactement ce que vous pensez, ai-je répondu. Je travaille à l'hôpital. Mais cette personne t'a appelé chef, a dit Jennifer, visiblement perdue. Chef de quoi? Mon beeper a retenti une nouvelle fois. Arrivée du patient dans 2 minutes. Le scanner montre une hémorragie massive. État critique. Je dois vraiment y aller, ai-je lancé,
avant de franchir la porte. Derrière moi, j'ai entendu David dire « C'était bizarre, non ? Pourquoi les services secrets appelleraient-ils une réceptionniste ?» Moi, je courais déjà vers ma voiture. Le trajet jusqu'à l'hôpital métropolitain a duré 11 minutes. J'ai enfreint plusieurs règles du code de la route pour y arriver au plus vite, mais les services secrets avaient dégagé la voie, et je disposais d'une autorisation d'urgence. Mon téléphone a sonné à 3 reprises pendant la course. Le docteur Martinez, m'assurant qu'elle était préparée et prête. Le directeur Harrison, m'informant de la détérioration rapide de l'état de notre patient. Et l'administrateur de mon département, me demandant si j'avais besoin de quoi que ce soit. Je me suis garé en trompe dans le parking de la direction, où un agent des services secrets m'attendait de pied ferme. Il a vérifié mon identité, a contrôlé mes habilitations sur une tablette, et m'a escorté par une entrée latérale discrète, qui contournait entièrement la partie principale de l'hôpital. L'ascenseur hautement sécurisé nous a emmenés directement à l'étage chirurgical. L'état du patient est critique, Dr Chin, a déclaré l'agent Morrison, alors que nous marchions à pas cadencés dans les couloirs stériles. Nous comprenons que vous êtes la seule chirurgienne de la région, disposant de l'accréditation et de l'expertise nécessaires, pour effectuer cette procédure. J'en suis pleinement consciente, ai-je répondu, mon esprit ayant déjà basculé en mode chirurgie. Tout le reste, ma famille, leurs remarques blessantes, leurs préjugés s'étaient évaporés, à la seconde même où j'étais monté dans ma voiture. À cet instant, il n'y avait plus que l'intervention, le patient, et le compte à rebours qui tournait sans pitié. Nous avons atteint la zone de préparation chirurgicale. Le docteur Martinez était déjà là, vêtu de sa blouse et dûment ganté. « Chef », a-t-elle dit, un immense soulagement inondant les traits de son visage. Le patient est au scanner, en ce moment même. L'examen révèle la rupture d'un anévrisme de l'artère communicante antérieure, avec une hémorragie sous-arachnoïdienne très importante. La tension artérielle chute en flèche. Nous l'avons intubé et mis sous sédatif, mais il est en train de sombrer. Temps écoulé depuis la rupture ? Environ 37 minutes. J'ai juré silencieusement. Cela nous poussait dangereusement vers l'extrême limite de notre fenêtre d'action. Chaque minute qui passait impliquait inévitablement davantage de lésions cérébrales, et un risque dramatiquement accru d'accidents vasculaires catastrophiques. Préparez-le pour une craniotomie immédiate, ai-je ordonné, tout en me lavant vigoureusement les mains pour l'opération. Je veux du propofol pour le maintien de l'anesthésie, et mettez immédiatement en place la surveillance neurophysiologique. S'il y a le moindre changement dans l'activité cérébrale pendant l'intervention, je dois en être informé sur le champ. Oui, chef. L'infirmière de bloc m'a aidé à enfiler ma blouse stérile, pendant que je continuais à débiter mes instructions à un rythme effréné. C'était la partie que j'aimais par-dessus tout. La clarté absolue de la médecine d'urgence. Aucune ambiguïté. Aucune politique à gérer. Juste des compétences pointues, des connaissances solides, et le rythme constant et rassurant de la précision chirurgicale. Les images du scanner sont affichées, m'a appelé le docteur Patel, depuis la station de surveillance. J'ai étudié les clichés avec attention, tout en terminant de me préparer. L'anévrisme s'était rompu de manière catastrophique, se déversant abondamment dans l'espace sous-arachnoïdien. Le sang exerçait une pression mortelle, sur des structures cérébrales absolument critiques. Si je ne relâchais pas cette pression, et que je ne clippais pas l'anévrisme dans l'heure à venir, le patient subirait des lésions cérébrales irréversibles, ou perdrait tragiquement la vie. Le bloc 1 est prêt, a annoncé le coordinateur chirurgical d'une voix forte. En route. Je suis entré d'un pas assuré dans la salle d'opération, où mon équipe était déjà rassemblée. Le docteur Martinez, en tant que première assistante, le docteur Patel, surveillant attentivement la neurologie, 2 infirmières de bloc, un anesthésiste, et un perfusionniste, prêts à intervenir à la seconde où nous aurions besoin de passer sous circulation extracorporelle. Tout autour de la pièce, des agents des services secrets se tenaient à des postes discrets, observant le moindre de nos gestes. Le patient était déjà positionné, la tête fermement immobilisée, dans le lourd dispositif de fixation crânienne. Les moniteurs émettaient des bips réguliers, affichant des signes vitaux extrêmement préoccupants, mais néanmoins stables pour le moment. Très bien, tout le monde, ai-je annoncé, en me positionnant à la tête de la table. Il s'agit d'une rupture d'anévrisme de l'artère communicante antérieure, chez un homme de 63 ans. Hémorragie significative, vasospasme modéré.
Nous allons réaliser une craniotomie ptérionale, évacuer l'hématome, et clipper l'anévrisme. La durée estimée de l'intervention est de 4 à 5 heures. Des questions? Personne n'a pris la parole. Parfait. Sauvons une vie. J'ai tendu la main avec assurance, et l'infirmière m'a placé le scalpel, en plein creux de la paume. L'opération était d'une complexité inouïe, et d'une exigence extrême. Chaque mouvement devait être d'une précision millimétrée. Le cerveau, lui, ne tolère aucune erreur. J'ai travaillé de manière constante et méthodique, ouvrant la boîte crânienne, rétractant délicatement les tissus, et naviguant à travers l'architecture fascinante, faite de vaisseaux sanguins et de tissus neuronaux. Le docteur Martinez a anticipé mes moindres besoins à la perfection, me tendant les instruments avant même que je n'aie à les demander, et aspirant méticuleusement le sang, pour garder mon champ de vision totalement dégagé. Au bout de 3 heures de lutte, j'ai enfin pu visualiser l'anévrisme. Un ballon déformé, formé par la paroi affaiblie du vaisseau sanguin, tragiquement rompu, et qui saignait. Avec une prudence et une délicatesse infinie, je l'ai isolé des tissus environnants. Clip, ai-je ordonné d'une voix claire. L'infirmière a déposé le clip d'anévrisme en titane, directement dans ma main tendue. C'était le moment le plus critique de tous. Je devais positionner le clip en travers du collet de l'anévrisme, afin de couper net le flux sanguin, sans endommager la douzaine de vaisseaux vitaux qui l'entouraient de toutes parts. J'ai placé le clip. J'ai vérifié sa position. Je l'ai ajusté, de façon presque imperceptible. Et j'ai vérifié à nouveau. Le clip est parfaitement sécurisé, ai-je annoncé. L'afflux de sang vers l'anévrisme est complètement arrêté. Docteur Patel, relevé neurologique? Tout est normal, chef. Absolument aucun changement dans l'activité cérébrale. Excellent. Évacuons le reste de l'hématome, et commençons la fermeture. 90 autres minutes d'un travail méticuleux et épuisant se sont écoulées. Enfin, je me suis reculé de la table d'opération. C'est terminé, ai-je déclaré. Refermez-le. Transférez-le aux soins intensifs neurologiques, et surveillez-le en continu pendant les prochaines 48 heures. Je veux des mises à jour détaillées, toutes les 2 heures. Bien, chef, a répondu le docteur Martinez avec admiration. Un travail brillant, comme toujours. J'ai retiré mes gants ensanglantés et ma blouse, devenant soudainement consciente de mon état d'épuisement profond. 5 heures et demie d'une chirurgie de haute volée, le poids émotionnel écrasant de l'urgence, et juste avant cela, 3 longues heures à subir la condescendance gratuite de ma famille. Je suis sorti du bloc avec soulagement, et j'ai trouvé le directeur Harrison qui m'attendait, accompagné d'un homme portant un costume hors de prix, qui ne pouvait être qu'un haut responsable du gouvernement. Dr Chin, a commencé Harrison. Voici le chef de cabinet adjoint, Monsieur Richardson. Monsieur Richardson, ai-je dit poliment, en lui serrant la main. Votre collègue a passé l'opération avec un grand succès. Nous en saurons bien davantage dans les prochaines 48 heures, mais je suis prudemment optimiste. Dr Chin, le président voulait que je vous remercie personnellement, a déclaré gravement Richardson. Nous comprenons parfaitement que vous avez quitté une réunion de famille pour accomplir cette intervention vitale. Vos compétences exceptionnelles et votre dévouement sont appréciés au plus haut sommet de l'État. Je n'ai fait que mon travail, monsieur. La nation a beaucoup de chance de compter sur des chirurgiens de votre calibre, a-t-il poursuivi avec respect. Votre parcours parle d'ailleurs de lui-même. Chef de la neurochirurgie à 31 ans, la plus jeune de toute l'histoire de ce prestigieux hôpital. Plus de 300 opérations du cerveau réussies. Des recherches publiées dans cette revue médicale majeure. Le président vous a demandé spécifiquement, lorsque nous avons appris la rupture d'anévrisme. J'ai hoché la tête, accablé par la fatigue. J'y suis très sensible. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois aller vérifier l'état de mon patient. Il était presque 3 heures du matin, lorsque j'ai finalement pu quitter l'hôpital. Le chef de cabinet était parfaitement stabilisé, et montrait des signes neurologiques très positifs. Sauf complications inattendues, il se remettrait complètement de son opération. J'ai reconduit jusqu'à mon appartement, beaucoup trop épuisé pour ressentir autre chose qu'une fatigue glaciale, celle qui pénètre jusqu'aux os, après une intervention aux enjeux colossaux. Mon téléphone n'avait cessé de vibrer par intermittence, tout au long de la nuit. Des messages et des appels affolés de ma famille, que j'avais royalement ignorés.
J'étais sur le point de le mettre totalement en sourdine pour dormir, quand j'ai vu le numéro s'afficher. Le téléphone portable de papa. Et puis celui de maman. Et celui de David. Et enfin, celui de tante Sarah. 43 appels en absence. 67 SMS. Curieuse malgré moi, j'ai ouvert le fil de mes messages. Maman, Émilie, appelle-moi immédiatement. Maman, pourquoi les informations disent-elles que le docteur Emily Chin, chef de la neurochirurgie, a sauvé un haut représentant du gouvernement? Maman, ça ne peut pas être toi. David, Yo, et M, c'est quoi ce délire? Ton nom est partout aux infos. Jennifer, OMG, Emily, est-ce que c'est vraiment toi? CNN dit que tu es l'une des meilleures chirurgiennes du cerveau du pays. Tante Sarah, Emily, ma chérie, je crois qu'il y a eu une terrible erreur. Les informations affirment que tu es médecin? Papa, Emily, appelle ta mère. J'ai fait défiler les messages un à un, envahi par un sentiment d'irréalité de plus en plus pesant. J'ai allumé ma télévision. Et c'était bien là. Mon visage, en direct sur la chaîne CNN. Une photographie officielle, prise lors de la conférence de l'American College of Surgeons, l'année dernière. Le docteur Emily Chin, chef de la neurochirurgie à l'hôpital métropolitain, a opéré en urgence, et avec un succès retentissant, un haut responsable du gouvernement, cette nuit. Le docteur Chin, âgé de seulement 31 ans, est considéré comme l'une des neurochirurgiennes les plus éminentes du pays, spécialisée dans les interventions cérébrovasculaires de pointe. Elle a obtenu son diplôme de médecine à l'université Johns Hopkins, a effectué son internat au Massachusetts General Hospital, et a suivi une spécialisation de haut niveau en neurochirurgie, au prestigieux Stanford Medical Center. J'ai éteint la télévision dans un soupir. Mon téléphone a sonné à nouveau. J'ai décroché. Émilie? Sa voix était étrange, tremblante, et complètement confuse, à 1000 lieues de son assurance méprisante habituelle. Émilie, les informations disent que tu es chirurgienne du cerveau. Que tu es la chef de la chirurgie à l'hôpital. De la neurochirurgie, ai-je corrigé calmement. Et oui, je le suis. Un lourd silence s'est installé. Mais tu as dit que tu travaillais à l'hôpital. Je travaille bel et bien à l'hôpital. Tu nous as laissé croire que tu étais réceptionniste. Non, ai-je répondu d'une voix posée. Tu as dit à tout le monde que j'étais réceptionniste. Moi, j'ai simplement arrêté de te corriger. Pourquoi aurais-tu fait ça? Émilie, ça n'a aucun sens. Si tu es chirurgienne, si tu es la chef de la chirurgie, de la neurochirurgie, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Je me suis assise lourdement sur mon canapé, fixant la fenêtre plongée dans l'obscurité de la nuit. Tu te souviens, il y a 6 ans de cela, quand je t'ai annoncé que j'avais été nommé chef de la neurochirurgie? Silence absolu, à l'autre bout du fil. J'avais 25 ans. J'étais la plus jeune chef de département, de toute l'histoire de l'établissement. Je venais de publier une recherche novatrice, qui révolutionnait notre façon de traiter les anévrismes. J'étais tellement fier de moi. Tellement impatiente de vous l'annoncer. Je ne m'en souviens pas, tu as dit que c'était un titre pompeux, pour un simple médecin ordinaire. Que la transaction immobilière de David, conclue cette semaine-là, était bien plus impressionnante. Que je devrais plutôt me concentrer sur la recherche d'un mari, au lieu de courir après une illusoire promotion professionnelle. J'ai entendu sa brusque inspiration à travers le combiné. Après ça, j'ai arrêté d'essayer de vous expliquer, ai-je continué, implacable. À chaque fois que je mentionnais une opération, tu changeais immédiatement de sujet. À chaque fois que je parlais de mes recherches, tu faisais un commentaire méprisant, sur le fait que je perdais bêtement mon temps. Alors, finalement, je vous ai simplement laissé croire ce que vous vouliez. C'était beaucoup plus simple. Émilie, nous ne voulions pas, vous avez demandé combien gagnaient les réceptionnistes d'hôpital, ai-je repris sans la laisser finir. Je gagne 470 000 € par an, plus des bourses de recherche conséquentes. Je suis propriétaire d'un appartement luxueux, en plein centre-ville. J'ai fini de rembourser l'intégralité de mes prêts d'études de médecine, il y a maintenant 3 ans. J'ai une carrière brillante. Je sauve des vies au quotidien. Et rien de tout cela ne comptait à vos yeux, parce que cela ne correspondait pas au rôle de raté, que vous aviez déjà décidé de m'attribuer. Nous sommes ta famille, a dit maman, et cette fois,
sa voix tremblait de façon incontrôlable. Nous t'aimons. C'est juste que nous n'avions pas compris. Vous ne vouliez pas comprendre, ai-je corrigé avec une infinie douceur. Vous vouliez que je sois déçu et en difficulté, pour que David puisse briller en tant que seule réussite de la famille. Vous aviez viscéralement besoin, que je sois le grand échec familial. Ce n'est pas Émilie, ce n'est pas juste. Peut-être pas, ai-je concédé. Mais c'est la stricte vérité. Et je suis beaucoup trop fatigué, pour me disputer à ce sujet pour le moment. Je viens de passer 5h30 à opérer le cerveau d'un homme, qui serait mort dans d'atroces souffrances, sans mon expertise. Je vais aller dormir. Nous pourrons en reparler plus tard. Émilie, attends. J'ai raccroché. Mon téléphone s'est immédiatement remis à sonner, avec insistance. Je l'ai éteint. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour découvrir mon immeuble, totalement encerclé par les camions des chaînes d'information. Apparemment, le fait d'avoir sauvé la vie du chef de cabinet du président, lors d'une urgence dramatique le soir de Noël, avait fait de moi une célébrité locale. J'ai ignoré toutes les demandes d'interview, je me suis préparé un café bien fort, et je me suis apprêté à retourner à l'hôpital, pour examiner mon patient. Le portier de mon immeuble a sonné à l'interphone. Dr Chin, vous avez de la visite dans le hall. Dites à la presse que je ne donne aucune interview. Ce n'est pas la presse, madame. Enfin. Il y a quand même beaucoup de monde. Ils disent qu'ils sont votre famille. J'ai fermé les yeux, un instant. Bien sûr qu'ils étaient là. Faites-les monter. 5 minutes plus tard, ma famille au grand complet se pressait dans mon salon. Maman, papa, David et sa femme Jennifer, Marcus, tante Sarah, oncle Robert, et au moins une douzaine de cousins, à qui je n'avais pas adressé la parole depuis des années. Ils se tenaient tous très maladroitement dans mon entrée, observant attentivement mon appartement. Le mobilier moderne, les œuvres d'art originales, le mur entier tapissé de manuels et de revues médicales, sans oublier les lettres de félicitations encadrées, provenant de l'American College of Surgeons, de Johns Hopkins, et du Massachusetts General. Émilie, a commencé maman, la voix brisée. Avant que quiconque ne dise quoi que ce soit, les jeux interrompus d'un ton ferme, je veux clarifier une chose très importante. Je ne vous ai pas parlé de ma carrière, parce que vous avez clairement montré, que vous ne vouliez pas en entendre parler. À chaque fois que j'ai essayé de le faire, vous avez balayé le sujet d'un revers de main. Alors, j'ai tout simplement arrêté d'essayer. Nous ne savions pas, a déclaré Jennifer, d'une petite voix faible. Vous n'avez pas posé la question, ai-je rétorqué sèchement. Pendant si longues années, aucun d'entre vous n'a demandé ce que je faisais réellement à l'hôpital. Vous avez simplement émis vos propres hypothèses. David a passé une main nerveuse dans ses cheveux. Et je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Les choses que j'ai dites la nuit dernière étaient dures, mais profondément honnêtes, ai-je conclu en les regardant. Vous avez tous cru que j'étais une ratée, parce qu'il était bien plus facile de le penser, plutôt que de reconnaître ma réussite. Nous sommes fiers de toi, a marmonné papa, d'une voix bourrue. Vraiment, ai-je demandé, en haussant un sourcil. Parce qu'hier encore, vous aviez honte de moi. Vous avez dit à 70 membres de la famille, que je gagnais à peine le salaire minimum. Vous avez dit que mon éducation était un immense gâchis. Vous avez dit que je n'étais pas assez intelligente, pour faire un vrai travail médical. Tante Sarah a eu la décence de baisser les yeux, l'air profondément honteux. Émilie, ma chérie, nous ne comprenions pas. Vous n'avez pas essayé de comprendre, ai-je corrigé implacablement. Et c'est bien ça, le véritable problème. Maman s'est avancée d'un pas hésitant vers moi. Émilie, tu as raison. Nous sommes sincèrement désolés. Nous aurions dû t'écouter. Nous aurions dû te poser les bonnes questions. Nous aurions dû. Elle s'est arrêtée net, et j'ai aperçu des larmes briller dans ses yeux. Nous aurions dû être de meilleurs parents. Un lourd et profond silence est retombé sur la pièce. Je n'ai pas besoin que vous soyez fiers de moi, maintenant que vous connaissez enfin la vérité, ai-je murmuré doucement, la colère m'ayant quitté. J'avais besoin que vous soyez fiers de moi, quand vous pensiez que j'étais une simple réceptionniste. J'avais besoin que vous me respectiez, quel que soit l'intitulé exact de mon poste. Mais vous avez été incapable de le faire. Nous pouvons faire mieux, a promis papa, la voix pleine d'espoir. Si tu acceptes de nous en donner la chance.
Je les ai tous regardés, un par un. Ma famille compliquée, difficile, et si prompte à juger. Ces mêmes personnes, qui m'avaient rejeté et rabaissé en public, se tenaient maintenant dans mon propre salon, le visage empli d'un véritable remords. Je dois me rendre à l'hôpital, ai-je finalement déclaré, rompant le silence. J'ai un patient aux soins intensifs neurologiques, qui a besoin d'être étroitement surveillé. Mais je suis disposé à avoir une vraie conversation avec vous. Un jour prochain. Quand nous serons tous capables, d'être parfaitement honnêtes les uns envers les autres. Maman a hoché la tête avec ferveur, en essuyant ses yeux mouillés. Nous aimerions beaucoup cela. Encore une dernière chose, ai-je ajouté en ouvrant ma porte pour les faire sortir. La prochaine fois que quelqu'un vous dit ce qu'il fait dans la vie, croyez-le sur parole. Et respectez-le. Indépendamment du fait, que cela vous impressionne ou non. Ils sont sortis en file indienne, marchant lentement, chacun s'arrêtant un instant pour s'excuser, ou pour murmurer un mot de réconciliation. David m'a serré fort dans ses bras, avec une affection soudaine. Jennifer m'a demandé timidement, si nous pourrions aller boire un café un de ces jours. Tante Sarah m'a promis de faire de réels efforts. Lorsqu'ils furent tous partis, je me suis assise sur mon canapé, et j'ai senti le poids de ces 6 années de silence pesant, s'alléger enfin de mes épaules. Mon téléphone a vibré, de nouveau allumé, complètement inondé de messages divers. Mais l'un d'entre eux a immédiatement attiré mon attention. Le docteur Martinez. Chef, le patient est réveillé, et répond très bien. Les fonctions neurologiques sont totalement intactes. Il a réussi. J'ai souri avec fierté, et j'ai répondu en tapant sur l'écran. Nous avons réussi. C'est un formidable travail d'équipe. Ensuite, j'ai attrapé mes clés, et je me suis dirigé d'un pas léger vers l'hôpital. J'avais un patient à aller voir, une tournée des chambres à effectuer, et un département tout entier à diriger d'une main de fer. Être chef de la neurochirurgie n'était pas une activité qui s'arrêtait, pour de simples drames familiaux ou pour l'attention éphémère des médias. Mais peut-être, juste peut-être, que la prochaine réunion de famille serait un peu différente. Peut-être qu'il me poserait de vraies questions sur mon travail, sur mes recherches, ou sur mes opérations complexes. Peut-être qu'il m'écouterait avec attention, quand je parlerais des formidables complexités du cerveau humain, et de l'immense privilège de pouvoir le guérir. Ou peut-être qu'il ne le ferait pas. Peut-être que certaines choses ne changent tout simplement jamais. Mais c'était très bien ainsi. Parce que je n'étais pas devenue neurochirurgienne, pour obtenir l'approbation de ma famille. J'étais devenue neurochirurgienne, parce que j'aimais ce travail, les défis qu'il représentait, et la profonde responsabilité de tenir le cerveau de quelqu'un à son essence même, son être tout entier entre mes propres mains, pour le réparer et le rendre entier à nouveau. Et cela me suffisait amplement. Blog. 6 mois plus tard, je me tenais derrière le pupitre de la réunion annuelle de la famille Chin, invité pour la toute première fois de ma vie, à prononcer un discours détaillé sur ma carrière. Maman m'a présenté, la voix vibrante de fierté, comme « notre fille bien-aimée », le docteur Emily Chin, chef de la neurochirurgie à l'hôpital métropolitain. J'ai parlé du cerveau humain, du travail d'une infinie délicatesse qu'exige la chirurgie, des patients dont j'avais pu sauver la vie, et de ceux, hélas, que je n'avais pas pu sauver. J'ai évoqué les longues années de formation intense, les innombrables nuits blanches, et l'apprentissage constant, absolument nécessaire pour rester au sommet de mon domaine d'expertise. Et pour la toute première fois, ma famille a écouté, dans un silence respectueux. Après mon discours, ma plus jeune cousine, âgée de seulement 8 ans, s'est approchée de moi avec de grands yeux émerveillés. « Tante Émilie, est-ce que je pourrais être chirurgienne du cerveau comme toi, plus tard ?» Je me suis agenouillé avec douceur, pour me mettre à sa hauteur. « Tu peux devenir tout ce que tu souhaites être. Et quand tu l'auras accompli, ne laisse jamais personne te faire sentir minuscule. Pas même ta propre famille. » Elle a hoché la tête, avec un sérieux désarmant. « Je le promets. » J'ai levé les yeux, et j'ai croisé le regard de ma mère, à l'autre bout de la grande pièce. Elle m'a souri, un sourire vrai et sincère, si différent de celui, tranchant et théâtral, qu'elle affichait auparavant. Ce n'était pas parfait, bien sûr. Nous avions encore beaucoup de travail à accomplir, de nombreuses conversations difficiles à avoir, et de vieilles blessures profondes à panser. Mais c'était un excellent début. Et parfois, un bon début, c'est tout ce qu'il faut.